Bienvenue dans Invisibility. Dans cet épisode, je reçois l'écrivaine Isabelle Sorante. Je dis écrivaine, mais je pourrais aussi dire chamane ou magicienne. J'ai longtemps attendu ce moment, je suis très reconnaissante qu'elle ait accepté de faire cet entretien et très heureuse de le partager avec vous surtout. J'ai découvert Isabelle grâce à un libraire génial et je rends ici hommage aux libraires qui ont le don de changer nos vies grâce à leur vision et leur passion. Il m'a conseillé La femme et l'oiseau et la vibration de ce livre, les mots, les pensées qu'il contenait sont venus toucher quelque chose de très profond en moi. Ce fut une vraie rencontre littéraire. Alors j'ai continué, j'ai plongé dans le complexe de la sorcière, un livre qui a provoqué un bouleversement intérieur intense, dans l'instruction aussi, pour lequel Isabelle Sorante s'est invitée dans un élevage industriel, interrogeant notre rapport au monde animal, à la violence, à l'invisible, ou encore son dernier roman, Médusa, dans lequel elle explore le deuil, les secrets familiaux, la quête d'identité, en revisitant le mythe de Méduse. Isabelle Sorante a fait des études scientifiques, elle a intégré l'école polytechnique et le corps de l'aviation civile, elle a aussi une formation de théâtre, mais elle a choisi pour territoire la littérature, et c'est une chance pour nous. Dans cet épisode, on parle, entre autres, d'écriture, du silence, des ancêtres, de prières, de muses et de monstres. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans Invisibility. Merci de prendre ce temps et merci d'avoir dit oui. Parce que je pense à cette rencontre depuis que j'ai lu votre premier livre. Et il m'a été conseillé par un libraire du 14e arrondissement, que j'aime beaucoup. C'est le livre Écarlate et je le remercierai jamais assez. Philippe. Oui. Ouais. Et il m'a dit, je lui parlais de ce que j'aimais. Il m'a dit, il faut que vous lisiez La femme et l'oiseau. Donc j'ai commencé avec ce livre et après j'ai tout dévoré. Et voilà, ça m'a bouleversée, ça m'a transformée, ça me redresse aussi de vous lire. Donc merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Je suis très touchée d'être là aussi. Alors, comme c'est sur l'invisible, mais dans sa définition assez large, j'ai envie de vous demander à quand vous faites remonter ce questionnement que vous avez sur la réalité, sur le visible et ce qui se cache derrière, qui, j'ai l'impression, infuse toute votre œuvre de manière multiple. Est-ce que ça remonte peut-être à l'enfance, ce questionnement sur la nature de la réalité, ou est-ce que c'est arrivé plus tard ? Je crois que dans l'enfance, on est très poreux, on se laisse aller dans une sorte de contemplation, de rêverie. Il n'y a pas vraiment encore de questionnement. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été émerveillée par les couleurs, par la lumière, par la musique. Donc, j'avais pas vraiment de questionnement. J'étais plus comme une spectatrice émerveillée des choses. Et je dirais que le questionnement, pour moi, il est venu avec l'écriture, ça a correspondu, c'est-à-dire comment avoir un accès permanent à ces choses qui me passionnent en fait par ailleurs. Et je crois que la poésie, les mots, c'est la manière que j'ai trouvée d'avoir accès à une réalité qui est cachée, qu'on cherche tous, qui est comme un horizon qui recule. C'est une manière de la transmettre en fait. Parce que je crois qu'il y a des expériences dans le silence ou dans les promenades, dans la musique qu'on fait tous. Donc je crois que l'écriture, c'est la manière de chercher quand est-ce que c'est advenu. Je crois que c'était permanent. En fait, c'est juste qu'un jour, j'ai eu envie de partager ce lien à la beauté peut-être, ce lien au mystère. J'ai eu envie de le partager avec d'autres. Et pour le partager, je crois que l'écriture en fait, quand on parle, quand on dit des mots, on trahit toujours le silence, on trahit toujours une vérité. Mais l'écriture, c'est une manière de parler silencieuse, puisque quand on écrit, on n'émet pas de son. Donc on est plus près de quelque chose. C'est un intermédiaire, c'est entre les mots et le silence. Mais ça respecte quand même, c'est un art silencieux l'écriture. Donc du coup, je crois que c'est devenu très rapidement mon médium. Vous parlez de cette quête de quelque chose qui part à l'horizon. Et il y a un extrait de votre livre La femme et l'oiseau où c'est l'oncle qui parle au personnage Vina,
qui lui dit « Si Vina perdait confiance en l'esprit par sa faute, si elle renonçait à voler alors qu'elle était faite pour ça, parce qu'il en était sûr, elle était faite pour chercher toujours plus loin, le monde visible ne lui suffisait pas. » Le monde visible ne vous suffit pas ? Non, je crois qu'il m'a jamais suffi. Mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Après, on est dans un monde qui est pas fait, qui est, je dirais, pas paramétré, un monde extrêmement géré, paramétré, ou qui est pas vraiment fait pour prendre en charge cet aspect-là de notre humanité. Je crois que ça explique aussi qu'il y ait tellement de gens qui se tournent vers l'addiction, vers du fanatisme, parce qu'il y a une soif réelle de quelque chose d'autre, quelque chose qui échappe, on va dire, à la productivité, à la matérialité, qui ne trouve pas de réponse évidente dans, je dirais, les routes qui nous sont tracées. Et c'est sans doute une grande souffrance, hein, notamment quand on est plus jeune et qu'on rêve d'absolu, de quelque chose comme ça, et que ce rêve n'est nulle part adressé. Ou alors, il va être, je dirais, récupéré par des gens qui veulent vous manipuler ou des choses comme ça. Et donc oui, bien sûr que je cherche quelque chose qui ne peut pas se dire, mais qu'on perçoit, c'est-à-dire que dans certains poèmes, par exemple dans les poèmes de Yeats ou dans les poèmes de Laura Vasquez, on perçoit cette recherche et on sent quand les mots vibrent. Et cette vibration, elle peut se trouver dans des poèmes, dans des romans, dans des essais aussi parfois. Et quand on la sent, alors tout est le mot juste, on le reconnaît. Vous parlez de ces moments où on aimerait accéder à ça et peut-être l'adolescence, vous en parlez aussi pas mal dans vos livres. Vous évoquez le fait d'avoir été souffre-douleur pendant 5 ans et on sent la douleur et le désarroi que ça a pu provoquer, mais c'est pas du tout pathétique et on sent que, au contraire, vous y puisez une grande force et vous dites... Ce désespoir n'était pas négatif, c'était quelque chose comme la fin d'un mensonge. Et vous parlez de votre psy, le docteur Georges, je trouvais ça suspect chaque fois que j'essayais de le formuler. Alors je ne disais rien et je glissais sur les sentiments que j'avais éprouvés en regardant l'olivier. Je ne prononçais pas les mots apaisement et mystère, mais aujourd'hui je sais que je ne me trompais pas. Je le sais pour avoir ressenti par la suite, dans des circonstances heureuses, ce que j'ai éprouvé cet été-là. Ce sentiment de s'abandonner à quelque chose qui nous dépasse et que les arbres comprennent, et sans doute tout ce qui vit. Ce sentiment est bien plus proche de la force et de la joie que de la dépression ou du malheur. Oui, alors en fait ça c'est donc dans le complexe de la sorcière, quand moi, j'assume d'être très proche, d'être la narratrice, se rend compte que son expérience d'avoir été harcelée au collège et au lycée a été aussi une expérience initiatique. Alors évidemment, la révélation que c'est une expérience initiatique, la révélation pleine et entière, elle ne peut venir que des années plus tard. Sur le moment, elle en a quand elle est ado, c'est juste terrible. Elle en a peut-être des petits aperçus, des petits éclats. Ensuite, quand elle est trentenaire, elle fait effectivement sa psychanalyse et là, elle se rend compte que les mots posés ne sont pas toujours les bons, ne sont pas toujours ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent, c'est bien cela, c'est une descente aux enfers dont elle serait remontée. Dans le complexe de la sorcière, il est beaucoup bien sûr question du mot juste, puisque c'est un livre sur la manière dont les chasses aux sorcières nous ont marqués, nous les Européens, puisqu'elles ont duré pendant 2 siècles, et nous ont marqués même dans la manière, dans le rapport qu'on peut avoir les femmes à la vérité, puisque pendant 2 siècles, on a fait avouer et on a fait croire sous la torture à des femmes qu'elles avaient été au sabbat, fait l'amour avec le diable, tout ça. Donc il y a eu une sorte de lavage de cerveau et un rapport à la vérité qui a été biaisé. Et donc là, effectivement, c'est la prise de conscience que cette expérience, qui sur le moment a été horrible, il ne faut pas le nier, a quand même mené à une forme d'illumination de savoir, à un savoir, je dirais, sur la douleur, sur la souffrance, peut-être, et sur aussi quelque chose d'ancien, puisqu'en quelque sorte, c'était une expérience de chasse, c'était une expérience de persécution. Et je pense que le fait que ce soit lumineux, donc ne vient pas tout de suite, il vient dans un deuxième temps. Et en même temps, c'est important de le dire, parce que c'est ce qui permet de pas rester dans l'enfer, de pas rester dans la douleur, de se dire ok, il y a eu cette chose terrible et je vais quand même en ramener quelque chose.
Pour ça, je trouve que les mythes antiques de type Éleusis avec la descente aux enfers de Perséphone et la remontée, ces mythes cycliques sont très très justes, disent une vérité. Donc voilà, c'est cette prise de conscience-là. J'ai l'impression que cette expérience et cette prise de conscience la relie à une certaine communauté d'humains. Peut-être que je le formule mal, mais elle dit tous ceux qui ont fait un tour aux enfers apprennent très vite qu'on ne peut pas raconter ça à n'importe qui. Entre ceux que ça excite et ceux qui ne veulent rien entendre et ceux qui vous regardent en se demandant comment vous pouvez être encore normal. Et ceux qui se disent heureusement que ça m'est arrivé à moi, on apprend à repérer les autres. Ceux qui voient dans l'obscurité. Oui. Parce que ça nous relie aussi. Oui, ça nous relie parce que quand on a eu des expériences de la violence, on va dire ça comme ça, c'est vrai que les gens, ça leur fait peur. Donc, en fait, c'est comme un savoir qu'on a, qu'on peut survivre et qu'on peut être même heureux malgré cela. Et ça peut faire peur en réalité. Et les gens qui l'ont vécu savent exactement de quoi ça relève de survivre à la violence. Je crois que ça ressemble un peu à, en quelque sorte, c'est comme si sous l'effet de la violence, notre persona, notre moi social était un peu arraché, comme si on était écorché vif. Du coup, on est trempé dans une espèce de bain d'inconscient collectif. Et ça peut être terrible, ça peut être mortel, je pense. Mais si on ressort à temps, si le hasard, je ne sais quoi, fait qu'on ressort à temps, alors on a vu des choses là-dessous. Et on le sait, et on reconnaît les gens qui ont vu ces choses-là. Après, ça me rappelle, je crois que c'est Emily Dickinson dans un de ses poèmes que je pourrais pas vous citer de mémoire, mais qui dit quelque chose, voilà. Attention, les gens qui ont connu la douleur, seuls les autres gens qui ont connu la douleur peuvent les approcher. C'est vrai. C'est comme des espèces d'initiation en quelque sorte, donc on se reconnaît. Et vous parlez aussi de l'importance des rêves dans ce processus. Et notamment, il y a un rêve dans le complexe de la sorcière. Je crois que c'est dans le complexe de la sorcière ou parfois je les confonds, mais parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui se transmettent d'un livre à l'autre, je trouve. Et où elle parle de ses rêves, où elle rêve d'une communauté et que c'est peut-être ça qui l'a sauvée. Oui, en fait, c'est dans le complexe de la sorcière, effectivement, elle a des rêves de plus en plus lumineux, qu'elle n'est pas seule. Mais je crois que malheureusement, c'est des rêves qu'on peut faire quand on est en grande détresse. C'est comme si l'esprit se mettait à envoyer des secours, quoi. Je pense qu'après ça, c'est dur. Enfin, moi, non, je suis plus âgée. Et je pense que c'est aussi un signal d'alarme quand il arrive ça. Quand il arrive ces rêves qui vous envoient des secours, ça veut dire que c'est la réserve qui sort là. Donc, oui. J'attache une grande importance aux rêves, puisque je pense qu'ils nous relient aussi les uns aux autres. Les rêves, c'est aussi notre collectif. Je pense qu'en ce moment, par exemple, on est nombreux à rêver de guerre ou de choses comme ça. Les rêves, c'est le moment, je pense, où on se rejoint la nuit, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est vrai que j'y attache une énorme importance. Après, c'est un peu familial. Moi, par ma mère, je suis sicilo-tunisienne et on avait une grande tradition familiale dans ma famille maternelle qui était que chaque matin, il fallait se raconter ses rêves et les interpréter, etc. Ce qui supposait d'ailleurs un autre rapport au temps, maintenant que j'y pense. Mais c'était magnifique, ça. Tout était important. Les signes étaient importants, etc. Et donc, oui, les rêves, ça fait partie intégrante je les note chaque matin. Oui, vous parlez de cette famille dans laquelle vous avez grandi, la famille nucléaire qui est plutôt athée, enfin votre père, votre mère, enfin je le résume, mais... Et vous parlez justement de l'importance de vos deux grands-mères et vous rentrez un petit peu dans le détail de cette relation que vous aviez avec elles. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je crois que surtout ma grand-mère maternelle était une mystique qui venait d'une famille vraiment de mystiques où il y avait eu des personnes qui étaient très proches de la mystique soufie. Et je crois que dans les familles maintenant ça saute une génération, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des générations de mystiques, les enfants sont saoulés et se disent non, allez, moi ça va être matérialiste parce que là j'en peux plus. Et puis les enfants de ceux-là se disent mais c'est trop matérialiste à la maison là, il faut qu'on se tourne vers l'intérieur. Et je crois que c'est un peu comme ça que ça se transmet. Et c'est ce qui explique aussi, je me suis demandé si c'était pas vraiment aussi ce qui expliquait, je suis pas la seule à avoir un lien très profond à ma grand-mère maternelle. Autour de moi, il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui ont un lien avec les grands-parents très très fort. Et au début, je pensais à une explication purement psychologique. Je me disais que les grands-parents, ils ont tout vu, ils n'ont pas besoin de nous élever, donc ils sont plus cool forcément. Et donc,
ils sont l'adulte sans la charge de l'éducation et avec l'expérience, et en plus ils sont au-dessus du parent. Donc tout ça c'est merveilleux quand on est petit. Et aujourd'hui je me dis qu'il y a autre chose. Il y a aussi ces transmissions secrètes qui je pense parfois sautent des générations parce que les enfants c'est trop lourd quoi. Donc du coup, d'un seul coup, une génération plus tard, ça se renoue comme ça fait des petits sauts. Et voilà, du coup, oui, ma grand-mère, c'est elle qui m'a enseigné à rêver, à respecter mes rêves. Comment, par exemple, vous avez un exemple de quelque chose qu'elle vous a transmis? Oui, ne serait-ce qu'en me disant que c'était important, en me disant de les raconter chaque matin, en voyant comment on pouvait les interpréter, en allant se balader sur la colline et en disant que les arbres, enfin de promener le rêve comme ça dans la pinède, enfin toutes ces choses-là sont... Mais là j'en aurais pour 2 heures si je commençais à raconter ça. Et vous dites, ce sont ces nuits-là, donc pendant ces rêves-là, qui m'ont fait écrire. Tout a commencé par ces forêts imaginaires, lignées de vent et de papier, lignées de livres et de femmes. Est-ce que c'est là que l'écriture est née, vous diriez ? Oui, je crois, parce que l'écriture, elle naît surtout de ces expériences qu'on ne peut pas dire sur le moment et qui, du coup, vont devoir être réappropriées. Les rêves, ils m'ont, je pense, sauvée en me faisant savoir que j'étais pas seule. Mais là, pour reprendre cette expérience de chasse, en fait, de persécution, enfin, de souffre-douleur, on sait combien c'est destructeur. Sur le moment, j'en ai pas parlé à mes parents, j'avais trop honte. Et donc, je crois que ensuite, on écrit autour d'attracteurs étranges où sur le moment, on n'a pas eu les mots. Et là, en plus, initialement, j'avais pas prévu d'écrire là-dessus. Quand j'ai commencé à m'intéresser à aux grandes chasses aux sorcières, et que j'ai vu combien ça avait un impact transgénérationnel et un impact encore dans la psyché des femmes, et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, mais toi aussi, tu as connu cette exclusion, cette chose. Et en fait, sur le moment, on ne peut pas, quand on est adolescent, on ne voit pas la profondeur de champ comme ça. Et donc oui, ça fait écrire, ça fait chercher quelque chose, et je pense que dans l'écriture, on cherche toujours quelque chose dont on n'a pas l'explication. Et justement, d'ailleurs, ce livre, Le complexe de la sorcière, moi, m'a, je crois, changé, bouleversé ma vision du monde, de nos rapports des hommes, entre les hommes, les femmes, et puis même dans la société. Vous parlez dans le livre du fait que au moment de cette chasse, qui en fait s'est passée à la Renaissance, et j'ai aussi découvert quelque chose, s'est arrêtée la possibilité de l'exploration de conscience pour les femmes. On en est où aujourd'hui ? Et vous en êtes où ? Oui, c'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, qui est d'ailleurs, c'est marrant, enfin c'est pas marrant du tout, mais c'est pas un hasard, c'est aussi le moment de ce qu'on a appelé les grandes découvertes, donc du début des colonisations. À ce moment-là, il y a un système de pensée, je dirais qui promeut une identité extrêmement rigide. C'est-à-dire que c'est, je pense, donc je suis, c'est pas... en fait, pour moi, Descartes est très profond et bien plus profond que ce qu'on en a fait. Donc, c'est pas une attaque de Descartes, mais c'est une attaque d'une pensée qui va garder pour une certaine élite, en fait, qui est une élite colonisatrice, qui est une élite d'emprise, qui va garder pour une certaine élite le rapport à la transcendance, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que ça a été catastrophique pour les femmes qui se sont fait brûler, plus que les hommes, mais c'était aussi catastrophique pour les hommes, parce que c'est fini. C'est-à-dire que c'est un moment où le rapport au mysticisme, le rapport au rêve, tout ça devient, en fait, c'est comme si en Europe, on s'est coupé d'une partie de nous-mêmes, qui est une partie, je dirais, si je dis intuitive, ce n'est pas le bon mot, ça aura l'air New Age et trop léger pour ce que je veux dire. On s'est privé d'une partie de notre intelligence, qui est l'intelligence de la nuit. On a gardé que l'intelligence diurne, voilà. On s'est privé de notre intelligence nocturne. Et on s'en est privé à la fois, je dirais, pour des questions de colonisation, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, nous, on est les rationnels, les intelligents, les autres en face, on va pouvoir les tuer pour notre intérêt financier. C'est exactement ce qui s'est dit pour les sorcières, c'est-à-dire ces vieilles bonnes femmes là, rebouteuses et tout, on va leur piquer leur maison, leur terre, etc. Et parce que derrière ces discours destructeurs, il y a toujours un intérêt matériel. Il y a toujours aussi un intérêt, tous les procès aux sorcières, à la fin, c'est pour aussi défendre des intérêts financiers. Et donc, à ce moment-là, en quelque sorte, pour devenir plus riche, si je la fais très très brève, pour s'enrichir sans remords, les Européens
se privent de leur intelligence nocturne. Et on en pleure encore aujourd'hui. On en pleure encore aujourd'hui. On en paie les conséquences aujourd'hui. Partout dans le monde, on paie les conséquences de cette erreur. Et je pense toujours à ces... Il y a des femmes complètement exemplaires qui, sous la torture, disent aux bourreaux qui disent n'importe quoi. Elles ne sont pas toutes comme ça. Il y en a beaucoup qui deviennent folles. Et je pense à ces femmes. Et je pense aussi aux conquistadors qui arrivent et qui sont bien contents, qui pensent qu'ils sont très malins quand ils donnent de la verroterie en échange d'or. Mais peut-être c'est certain qu'on a terriblement perdu au change. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir des rencontres, des échanges de savoir. Peut-être qu'il y a des chamans dans ce qu'on a appelé l'Amérique qui ont pensé qu'on était complètement débiles de faire ce genre de marché, que le marché de dupes, on l'a passé nous, avec nous-mêmes. Donc je pense que c'est un moment, ce qu'on a appelé la Renaissance, où on mutile notre âme et notre inconscient collectif, et on s'en rend bien compte aujourd'hui, qu'il nous manque une autre forme d'intelligence pour résoudre le chaos dans lequel on s'est mis en croyant, en adorant une identité rapace et rigide. Ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose qu'à un moment, j'essaie de retrouver l'extrême et vous parlez de nuit, l'intelligence de la nuit. Je sais que j'ai une amie colombienne qui parle du fait qu'on a valorisé la quête vers la lumière, vers le haut, vers le divin, vers l'éther, et qu'en fait, on a aussi dévalorisé et oublié la profondeur, le souterrain, qui est aussi une forme de puissance féminine. Et vous parlez du fait que ce qui a aidé les femmes dans ce contexte-là, c'était aussi de cette amitié qui n'est pas non plus totalement reconnue, ces liens souterrains, ces correspondances, c'est tout dans ce que vous décrivez. Je trouve un lien avec ce qui est souterrain, ce qui se correspond. Vous parlez aussi des images qui communiquent entre elles, des mots oubliés. J'aimerais bien que vous me parliez de ça, de ce souterrain, en fait, que vous évoquez de plein de manières. Ouais, en fait, je crois que l'image du souterrain, c'est l'image des enfers, non pas de l'enfer chrétien, mais en fait, c'est une image presque chamanique, c'est l'image des traversées, des remontées, c'est l'image de l'épreuve, et c'est l'image de l'inconscient aussi. Ce que vous me disiez sur votre amie colombienne, moi, je crois qu'il y a une intelligence de la nuit. J'aime pas le mot intuition. En fait, il faudrait que je trouve mais pour moi, c'est ce que j'appelle dans mon journal l'intelligence de la nuit, parce que c'est une intelligence. C'est pas un truc, ça s'oppose pas à l'intelligence diurne, ça la complète. C'est exactement comme l'intelligence des rêves, c'est une intelligence irréfutable. C'est-à-dire qu'un rêve, il vous ment pas. Des fois, on se réveille avec des rêves qui nous gênent, parce qu'ils nous disent des désirs ou des dégoûts qu'on voudrait ignorer. Les rêves sont intelligents. C'est cette intelligence-là. C'est pas, vous voyez, la chose New Age qui est tellement capitaliste, de dire oui, j'écoute mon intuition. Non, c'est bien pire que ça, c'est bien plus intelligent que ça. Et donc, c'est bien de le remettre du côté de la terre, du côté du sombre, du côté du noir, parce que à cette époque de la Renaissance, précisément, c'est créé la blanchité, c'est créé tout ce fantasme de blancheur. Et il est temps de dire que c'est un fantasme. C'est ce qu'appelle aussi, ce que Starhawk appelle rêver l'obscur. C'est-à-dire qu'il est temps de récupérer notre partie d'obscurité qui nous a été dérobée aux femmes et aux hommes. C'est-à-dire qu'on est mutilé en quelque sorte de quelque chose. Et il faut le récupérer, Maintenant, je crois c'est le moment ou jamais, j'imagine. Donc oui, pour moi, tout ce qui est obscurité, ce qui est nuit, ce qui est descente est extrêmement important. Extrêmement important. Il faut contredire ce fantasme d'une chose immaculée. Parce que nous ne sommes pas immaculés. Peut-être qu'il y a les divinités, mais nous, les êtres humains, ne le sommes pas. Donc, les gens qui se croient immaculés sont extrêmement dangereux. Tout comme les gens qui croient qu'ils n'ont pas de démons. Moi, je me sens plus à l'aise avec des gens qui ont des démons et qui tiennent leur chien en laisse qu'avec des gens qui ne savent pas qu'ils ont des meutes de chiens et qui, du coup, peuvent les lâcher sur vous. Voilà, c'est juste des choses basiques en fait. Et je crois, ce que j'aime bien aussi dans l'idée de nuit, d'obscurité, d'ombre, c'est le rapport à la spiritualité qui est différent. Moi, toutes mes amies femmes, en quelque sorte, sont des espèces de guérilleras de la spiritualité. C'est-à-dire que c'est du concret, quoi. C'est-à-dire, c'est trouver un sens ou mourir souvent pour nous. Donc, en fait, du coup, on a trouvé le sens, et c'est dans les livres, mais c'est pas un sens théorique, c'est un sens incarné. C'est pour ça que j'aime bien les sorcières, et j'aime bien ce mot, parce que c'était incarné, c'était relié à la matière. Et je crois à ces guerrières et à ces guerrieros de la spiritualité aujourd'hui. Je crois à ces personnes qui essayent de trouver du sens dans un monde où tout est fait
pour qu'on ne le trouve pas. Moi, ça m'énerve, et la colère est un grand carburant en moi. C'est intéressant, cette colère qui a été complètement empêchée. D'ailleurs, dans Médusa, il y a ce personnage, Béatrix, qui se souvient que dès l'enfance, elle n'aimait déjà pas ce mot. Soit mignonne, meurt. Ouais. Ça m'a vraiment, bouleversée en fait. Et il y a un truc de refus, mais vous dites aussi, en tout cas elle dit, que pour les femmes, il y a 2 options. C'est soit être mignonne, soit devenir un monstre. Vous parlez de colère, et je pense que ça fait aussi partie de ça. C'est quoi une femme monstre? Et vous dites même à un moment, peut-être que les vraies femmes sont des monstres. Oui, il y a quelque chose comme ça. Je dirais qu'il y a en tout cas une féminité très proche trop proche d'un modèle enfantin. Il y a une forme d'hétérosexualité, on va dire ça, c'est horrible, mais pédophile, qui est très, qui est partout en fait. Et je crois que sortir de ce modèle enfantin, ça suppose la colère. Je crois que pour être adulte, un adulte se met en colère. Un adulte sait dompter sa colère, un adulte sait qu'elle est en colère. Et ça, c'est un peu monstrueux pour les femmes. On se met tout de suite dans une autre catégorie parce que forcément, la colère, ça va pas bien au teint, ça fait des gros yeux, on n'est pas belle. Et bien, tant pis. Mais en fait, moi, l'adjectif mignonne m'a toujours dérangée. Mon personnage, en fait, elle l'entend comme à la fois soit jolie, et à la fois soit gentille au sens de servile, quoi. Genre, soit mignonne, va me chercher un café. Et elle ne peut pas supporter ça. Elle ne peut pas supporter ça. Et mon personnage Béatrix ne voit pas cette dimension, mais il y a aussi dedans la dimension jeune. C'est souvent soit mignonne, ça veut dire soit jeune aussi. Voilà. Donc il faut refuser ce terme. Dans l'écriture, vous parlez de votre muse et elle se métamorphose au fil des romans. Elle est sorcière, méduse. Et dans le dernier livre, elle prend presque un ou des visages. Et elle dit, si oui, que vois-tu? Une femme ordinaire, une femme aux yeux noirs et aux longs cheveux sombres dont les ondulations semblent vivantes. C'est vrai, mais à part ça, une femme qui pourrait être n'importe laquelle de tes ancêtres. Est-ce que cette muse, c'est vos ancêtres? Est-ce que... j'ai l'impression que tout se mélange, mais vous avez parlé du silence et vous avez aussi écrit que le silence était le papier sur lequel les morts peuvent écrire leurs mots d'amour. Ouais. Donc le silence, les ancêtres, la muse, est-ce que, comment tout ça s'imbrique dans votre processus d'écriture et dans votre vie? En fait, je vous remercie pour cette question parce que il faudra que je fasse une dédicace spéciale parce que le livre que je suis en train de... C'est comme si... vos questions étaient en lien avec le livre que je suis en train d'écrire d'une manière secrète. Mais ça, on en parlera plus tard. Je crois que, en fait, il y a une révélation sur l'identité de la Médusa dans Médusa, qui est que la narratrice comprend comme toutes ses ancêtres. C'est-à-dire que toutes nos ancêtres il y a forcément eu des femmes empêchées de créer. Il y a forcément eu des femmes qui ont eu des serpents de rancœur sur la tête parce qu'elles ont eu une vie, parce que tout d'un coup, elles ont été placardisées en mère au foyer et c'était pas ce qui leur convenait. Et c'est grâce à elles qu'on est là. Parce que si elles avaient eu le choix et qu'elles avaient pu, par exemple, avoir une vie d'aventurière et ne pas faire d'enfants, on serait pas là. Donc, c'est grâce à ces serpents de tristesse, de colère qu'on est là. Donc il est temps, en fait, ce que comprennent tous les personnages du roman à la fin, c'est qu'il est temps d'aimer ces serpents, qu'il est temps de rendre leur noblesse à ces femmes qui ont eu des vies, c'est même pas banal, mais qui ont eu des vies empêchées. C'est très triste. Dans beaucoup de traditions, on dit que les gens qui ont eu des vies empêchées reviennent hantés, que ce sont des fantômes, c'est-à-dire les gens qui auraient dû vivre quelque chose. Je crois que c'est très difficile peut-être de vivre la vie qu'on devrait vivre pleinement. Mais je dirais qu'on essaye d'y arriver à 80%, à 70%. Et il y a des personnes, souvent des femmes, mais qui vont être cantonnées à 5% ou à 2%. Et je crois que quand on a des ancêtres, des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères qui ont ça, on le sent. On sent qu'il y a eu quelque chose de brisé et que c'est réel, que le mal existe, que l'injustice existe. C'est une prise de conscience très douloureuse. Et pour moi, la Médusa, c'est ça. C'est oui, ça existe l'injustice. Ça existe des gens qui étaient bien et qui sont devenus aigris. Ça existe des gens qui ont été brisés. Ça existe. Il faut en prendre conscience et il faut aussi honorer ces personnes-là. Et je crois que aimer Médusa, aimer les serpents, c'est ça aussi. Je crois que moi, mes muses, il y a beaucoup d'ancêtres. Je me dis que quand il y a une artiste, ou un artiste, mais a fortiori une femme dans une famille, il y a forcément des arrière-grand-mères et des grand-mères qui sont contentes et qui ont essayé, qui n'ont pas réussi et qui, enfin, il y en a une.
Je prie mes ancêtres chaque matin. Je les prie parce qu'il y en a du nord, il y en a du sud. Il y avait vraiment des lignées presque ennemies, ou en tout cas qui ne se comprenaient pas du tout. Et les prier, je crois que prier ses ancêtres est très important. Moi, je me tourne aux points cardinaux en fonction de où ils venaient. Et ça permet de voir qu'on n'est pas juste là un petit être qui a 40 ou 50 ans. Non, on vient de très très loin. Et donc, il faut être sérieux avec la vie, avec l'art. C'est-à-dire que on vient de toute une lignée où il y a eu des gens connus, des gens obscurs, des gens malheureux, des gens plus heureux, peu importe. Mais on doit quelque chose à cette lignée-là, ne serait-ce que la mémoire, ne serait-ce que la mémoire transgénérationnelle, En fait, on parle souvent de la mémoire transgénérationnelle par rapport au trauma, parce que c'est ça qui se voit. Mais nos dons, c'est aussi transgénérationnel. Alors évidemment, ça n'atterrit pas chez le psy, parce que là, en fait, nous, on a toujours envie de se dire les bonnes choses, c'est moi, et les traumas, c'est eux. Mais en fait, non, c'est un mélange. Les bonnes choses aussi, c'est eux et elles. Donc, je crois qu'on devrait tous en ce moment prier nos ancêtres pour se rappeler qu'on vient de loin, et ça donne une meilleure responsabilité pour le présent. C'est comme aussi, vous parlez du fait que c'est sérieux l'art et l'écriture, mais j'ai la sensation que c'est aussi comme la prière, l'écriture, ou peut-être d'autres formes de transe, on va dire, qui nous sortent aussi de nous-mêmes et nous rappellent que justement ce moi n'existe pas, en fait. Oui, et que ce moi est multiple. C'est-à-dire que ce petit jeu, en fait, quand on dit jeu, très souvent, on va parler d'un gestionnaire, d'une petite gestion. C'est-à-dire, je déclare mes impôts, j'ai rendez-vous à telle heure. Si vous faites bien attention, l'identité inconsciente qu'on voudrait plaquer sur nous, c'est une identité très gestionnaire. Alors, on en a besoin pour s'habiller, pour arriver à l'heure, pour toutes ces choses-là. Mais c'est pas nous. On est bien au-delà de ça. On est traversé déjà de toutes les mémoires de nos ancêtres. Bon, aujourd'hui, il y a l'épigénétique qui dit ça très scientifiquement, mais on le sent. On a plein de souvenirs des morts. On est dans plusieurs royaumes à la fois. Donc, non, ce n'est pas juste un petit gestionnaire qui déclare ses impôts. Et c'est une honte de nous faire croire ça. Ça nous rend très vulnérables. C'est comme nous enlever nos parures et nous rendre très, très petits, en fait. Si on se souvient qu'on est fait d'influences multiples, on est beaucoup plus fort. Parce que s'il y a une facette qui souffre, il y en a 3 autres qui vont la consoler, par exemple. Donc c'est une meilleure manière, je crois, d'avancer. Vous employez le mot gris et vous dites qu'on nous impose une identité qui est comme un costume très étriqué. Et vous parlez de ces mots gris qui tuent, en fait, parce que c'est dans l'instruction que vous parlez de votre burn-out et de ces mots gris. Et moi, ça m'a marqué parce que je trouve que c'est tout à fait juste avec un mot si simple, en fait. Oui, c'est marrant parce que avant-hier, avec des amis, on parlait du gris. On parlait du gris du fascisme, en fait, pour tout vous dire. Et en fait, je me disais que le gris, en plus, ça a une équivalence avec le tiède, avec l'inodore, avec la musique insipide, avec toujours la même température en été comme en hiver pour les pays privilégiés, s'entend, c'est-à-dire ce 20 degrés ou 19, etc. Et oui, le gris, c'est vraiment dans les élevages industriels que je l'ai vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, par exemple, on va dire on va produire 25 000 animaux par an, et produire, ça veut dire faire naître, faire mourir, on ne sait pas. Produire, ça veut dire faire naître, engraisser, envoyer à l'abattoir. Donc il y a toute une histoire qui est non dite dans ce gris. Pareil, dans les mots gris, il y a, on va appeler la maternité, un endroit en fait où on coupe les dents des animaux, enfin on leur fait beaucoup de mal, mais ça s'appelle la maternité. Donc c'est ces mots inversés, mais on le voit très très bien aujourd'hui, les mots gris peuvent être retournés dans tous les sens. C'est ce qui se voit aujourd'hui avec Trump qui concourt pour le prix Nobel de la paix, alors qu'il envoie l'armée dans ses propres villes. Bon, il y a un problème, on est d'accord, il y a un problème. C'est ça les mots gris. C'est quelque chose qui détruit le sens au lieu de le dire. Et il faut lutter contre ça. La poésie est bien pour lutter contre ça, la fiction est bien pour lutter contre ça. Et plus on lutte ensemble contre ça, plus on est, je dirais, armé. Vous parlez dans une de vos newsletters de la disparition du refus et du mot non. Oui. Et justement, avec ces mots gris, et ça me fait penser, ça fait lien avec la colère en fait. C'est comme si on nous ôtait notre capacité et en
Parce qu'en fait, c'est cette manière de parler, d'utiliser les mots, nous abat, nous immobilise. Et alors que le non est un mouvement. En fait, oui, c'est-à-dire que en fait, parler, c'est un entraînement. Par exemple, dire la vérité, c'est un entraînement. Écrire, c'est un entraînement. Toutes les choses intéressantes ressemblent à des pratiques, en fait. C'est-à-dire, il faut faut les faire régulièrement. Donc, et quand on se désentraîne, c'est comme la danse, on danse moins bien. Eh bien, en fait, non, c'est aussi un entraînement. Juste dire le petit mot, sans même de psychologie là-dedans. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, les algorithmes, ils vont vous dire oui, plus tard. Si vous voulez dire non, 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 c'est oui ou plus tard. Je ne suis pas intéressée, ou non, c'est ou peut-être plus tard. Des fois, c'est oui, peut-être plus tard, oui, plus tard, oui, peut-être plus tard. Il n'y a jamais le mot non. Et donc, en fait, en réalité, on n'a pas le choix. Et on nous désentraîne à prononcer un non, avec tout ce que ça peut impliquer de définitif, effectivement, c'est-à-dire la porte se ferme. C'est ce qui fait que de plus en plus de gens ont des difficultés à dire non. En fait, ils répondent pas, et on est censé comprendre que cette non-réponse équivaut à un non. Donc déjà, pour mériter le non, il faut être un peu considéré par les personnes. Bon. Mais c'est nul parce que on se désentraîne soi-même de dire non. C'est comme si aujourd'hui on avait peur de fermer des portes. C'est pareil pour le stockage, pour le cloud, vous voyez. On a peur d'effacer des photos, donc on en stocke plein. Et pendant ce temps, on pollue la planète. C'est comme si on avait peur de fermer des portes. Et en fait, toutes ces portes ouvertes sont en train de créer un petit placard. On est de plus en plus acculé et enfermé par toutes ces portes qu'on refuse de fermer. On est de plus en plus maintenu dans justement la zone grise. Il faut savoir fermer des portes définitivement pour toujours. Voilà, c'est quand même pas si difficile. En fait, si, ça le devient. Mais du coup, sur cette question du langage, vous parlez du pouvoir de transformation du langage et de son pouvoir de métamorphose. C'est un de vos personnages qui le dit, je crois que c'est dans Médusa aussi. Le langage vous métamorphose, dans le meilleur des cas, en attirant notre attention sur les choses invisibles à l'œil nu, en exacerbant notre sensibilité, en déployant nos ailes. Mais ce pouvoir de transformation peut aussi se retourner contre nous. Le langage peut nous interdire de nommer ce qui arrive. Il peut rendre nos expériences indicibles, nous laisser des cicatrices, anesthésier nos émotions. Il peut aussi nous rendre aussi égarés et serviles que des morts vivants. Le langage peut faire de nous des monstres. Donc sur ça, en fait l'impossibilité de dire aussi. Oui, l'impossibilité de dire et donc de ressentir après. Et ça crée de l'angoisse. L'angoisse, c'est des mélanges d'émotions qu'on ne peut pas nommer. En fait, c'est d'où l'importance de bien nommer ce qui nous arrive à nous, mais parfois c'est impossible. Pour la violence, par exemple, qu'on vit enfant ou adolescent, c'est impossible parce qu'on n'a pas encore la capacité mentale de nommer tout ça. Au moins, je pense que le devoir qu'on a, la responsabilité qu'on a, c'est de ne pas se faire voler le langage qu'on a déjà, c'est-à-dire ce qu'on a déjà appris, de ne pas l'oublier. Donc, de continuer à dire non, de pratiquer ces choses qui deviennent plus difficiles maintenant. Parce que, oui, l'absence de langage peut nous enfermer. L'absence de petit à petit, on voit bien d'ailleurs, c'est pas pour rien que Trump a interdit des mots. Interdire des mots, c'est pas faire disparaître le concept, ça veut dire que les gens vont rester très très vulnérables quand la chose en question va se retourner contre eux. Donc notre responsabilité, peut-être plus que jamais, d'écrire ou en tout cas de dire. Comment se passe, vous, votre processus d'écriture? Parce qu'on a parlé des muses, et j'ai aussi entendu dire que vous considériez ne pas avoir trouvé un personnage tant que vous n'aviez pas décelé sa monstruosité. Mais peut-être que j'ai entendu ça quelque part. Mais voilà, comment vous se déploie votre processus d'écriture et ce travail avec les mots, avec le langage au quotidien? En fait, je crois j'écris tous les jours parce que j'ai besoin de ce rapport au silence et aux mots. Et puis, c'est toujours, ça commence par des images qui viennent et elles ne sont pas forcément reliées entre elles. Et puis, à un moment, ça se relie et je vois je vois ce qui va se passer. Donc au début, j'ai pas une histoire, j'ai plutôt beaucoup d'images, de personnages, et au bout d'un moment, ça y est, je vois comment c'est relié, et ça vient, c'est pas que ça vient tout seul, c'est que ça vient après beaucoup de tâtonnements. Ça vient. Vous dessinez aussi, je crois. Oui, je dessine, ça m'aide à... En fait, je crois que si j'avais pas été écrivaine, j'aurais été peintre. Donc, je dessine et je peins. Et ça m'aide à visualiser les scènes ou les personnages. Et je dessine mes rêves aussi.
On a parlé de cette question de la chasse aux sorcières à la Renaissance qui a un peu bloqué l'exploration de conscience, notamment des femmes, aussi des hommes. Qui a totalement bloqué, parce que vous le disiez, c'était une tradition au XIIIe et XIVe siècle. Vous parlez dans vos livres de vos expériences de la méditation zen, l'instruction née d'un texte bouddhiste. Quel est votre rapport à ces pratiques aujourd'hui et à cette exploration de conscience et par quoi elle passe? Bien sûr, j'imagine par l'écriture aussi, mais... Je continue à pratiquer la méditation, ça oui, et je pense que je continuerai. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire. Je lis aussi beaucoup de poésie, que pour moi je considère comme vraiment des textes sacrés. Voilà. J'aime bien un passage que vous dites dans La femme et l'oiseau. Je voulais mettre des mots sur ce qui m'arrivait, mais je l'ai trouvé toujours trop grand pour moi. C'est l'oncle, je crois, qui parle. Transe, prière, méditation, ce sont des mots impressionnants, tu ne trouves pas? La vérité n'a rien à voir avec tous ces mots. Elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus petite. C'est quoi la vérité? Petite. Elle est super dure la question, mais je crois que c'est ce qui se passe quand, vous voyez, soudain on est touché par un poème où on se rappelle de sa grand-mère. Moi, les deux miennes sont mortes aujourd'hui, et en fait notre respiration ralentit et on a l'impression que l'espace s'ouvre et que les morts sont avec nous, par exemple. C'est des moments comme ça très simples, et puis voilà, c'est fugitif. Mais quand même, il s'est passé quelque chose de très naturel, c'est-à-dire que tout d'un coup, le souvenir de personnes aimées disparues les a ramenées tout près. Et je crois que ces petites choses sont toujours sans preuve. C'est un peu pareil quand on croise les yeux d'un... C'est mignon parce qu'il y a un petit chat qui nous regarde. Quand on croise les yeux d'un animal, en fait, on n'a pas de preuve de ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose. Il faut accepter que c'est réel. Pour moi, c'est ça l'intelligence de la nuit, c'est-à-dire c'est l'intelligence qui se dit, même s'il n'y a pas de preuve, je ne peux pas rejeter ça comme si ça n'existait pas. Donc voilà, c'est inconfortable parce que c'est des choses qui sont dans l'incertitude qui oscillent, mais on sait que la matière n'arrête pas d'osciller. Par exemple, c'est fascinant de penser que les particules, soit on connaît leur énergie, soit leur place, mais pas les deux. Donc si quelque chose, on sait exactement ce que c'est, on ne sait pas exactement où c'est. Et si à l'inverse, on sait exactement où c'est, alors on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est ça la réalité. Et je crois que c'est ça la chose très simple. C'est qu'il faut accepter que c'est pas parce qu'on ne peut pas prouver que c'est pas vrai. Ça pourrait être faux. Il faut rester avec cet inconfort. Et là, c'est la réalité. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de questionnements justement sur les univers qui sont créés par nos pensées. Enfin, en fait, l'importance d'un mot, l'importance d'une pensée une simple pensée peut ouvrir de nouveaux univers. Il y a une vision d'un côté d'un personnage très sombre et très grouillante de tous ces œufs sous terre un peu dégueulasses qui vont pas forcément naître. Et l'autre qui est à l'inverse de s'émerveiller de tous ces possibles à la force d'une simple pensée. Et il y a souvent ces questionnements sur ces dimensions qui s'ouvrent dans vos livres, je trouve. Merci. Là, je sais pas. Oui, je vois. Là, c'est dans Médusa. Oui. C'est le frère Liam qui en fait est persuadé que sa sœur, à sa mort, sa dernière pensée a conditionné tout l'univers et qu'il faut qu'il comprenne ce qu'elle a pensé en dernier pour comprendre dans quel univers il vit. Et c'est vrai que c'est vertigineux de penser que tout compte. C'est vrai. Il y a des jours où on trouve ça magique et il y a des jours où on trouve ça terrifiant. C'est toujours... Je crois que la vie, elle est toujours dans cette espèce d'ambivalence. Et c'est comme ça. C'est toujours une oscillation. Dans Médusa, il est question de métamorphose. Et ça a fait écho à un autre passage, je crois c'est dans La femme et l'oiseau, où il est question aussi de métamorphose et de vulnérabilité pendant ces moments-là. Vous le dites, parce qu'on est si vulnérable quand on n'est plus celui qu'on était, mais pas encore celui qu'on va devenir. Si vulnérable, si influençable, si dépouillé de soi-même, si nu et si pressé de se revêtir, que la moindre parole retentit comme un ordre qui nous pousse une fois de plus dans la mauvaise direction. Pourquoi on est toujours si pressé de se revêtir et qu'est-ce que c'est d'être nu dans ces moments-là? Il y a deux choses qui me viennent. La première chose, c'est un exemple très simple. Par exemple, si on prend l'exemple de l'addiction, de quelqu'un qui arrête de boire, par exemple. En fait, c'est difficile, bien sûr, pour des questions physiques, de sevrage, mais c'est aussi difficile parce que c'est des nouvelles habitudes, y compris des nouvelles habitudes chamaniques, physiques et spirituelles et psychiques. Et donc, c'est des moments dangereux.
Et c'est pareil, en fait, dès qu'on change une habitude. Aussi, pareil, vous prenez quelqu'un qui va rompre avec une personne qu'il ou elle n'aime plus et qui était toxique, ben voilà, il va falloir se réhabituer à des choses nouvelles. Donc c'est toujours des moments d'entre-deux extrêmement inconfortables. Ce qu'il y a de drôle, c'est que ces moments d'entre-deux, les bouddhistes appellent ça les bardos. Et en fait, c'est les moments qui conditionnent votre réincarnation d'après. Je trouve ça très très vrai, même au sein de notre vie, c'est-à-dire comme s'il y avait des paliers comme ça, des moments où on sent bien que ce qu'on va décider dans ce moment de passage, ce qu'on va faire ou ne pas faire, va conditionner la personne qu'on va devenir. C'est vrai. Et je trouve que c'est important de dire que c'est vrai parce que parfois dans notre monde, on a toujours tendance à dire non, c'est pas grave, la vie replace les plats. Enfin, on veut pas nous faire peur, quoi, comme si on était des petites choses. Mais enfin bon, pendant ce temps, la planète flambe. Vous voyez, donc à un moment, non, il faut dire que c'est vrai. Les bardos comptent. Il y a des moments où chaque geste compte, chaque pensée compte. Et peut-être qu'en ce moment, on arrive à une période où les oui, les non, tout ça compte extrêmement. Et c'est vrai que ça compte et c'est vrai que ça a un impact. On va pas se mentir. Je trouve que c'est voilà ce que ça veut dire. Ça peut nous pousser dans la mauvaise direction ou dans la bonne. Et aussi, c'est pas toujours notre faute. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un destin ou des conditions initiales qui vont faire que on va retomber une fois de plus. C'est toujours terrible dans ces films. Vous savez, on voit le personnage, il va retomber dans ce qu'il faut pas faire. Et ouais. Et c'est grave. Mais il faut vraiment voir ça comme je crois que c'est ça aussi la mythologie, la lutte contre le bien et le mal, enfin entre le bien et le mal, le fait que notre vie est importante, qu'elle compte, c'est ça. C'est ces petites choses qui sont pas si petites. Pour terminer, je voudrais évoquer juste quelque chose que vous dites aussi dans Médusa à propos des légendes. Votre muse vous demande qu'est-ce qui donne forme à la réalité. Vous dites, je suis bien en peine de répondre à cette question, je ne sais pas quoi répondre. Et elle dit, les légendes. Et ça m'a fait penser en Colombie, il y a une communauté qui a un nombre limité d'histoires qui répondent toutes à toutes les situations de la vie. Et donc les cérémonies consistent, si quelqu'un a un problème, à se réunir. Et pour répondre à ce problème, on va raconter une histoire. Mais il y a un nombre limité. C'est quoi une légende et c'est quoi que veut dire cette réponse? Et est-ce que c'est aussi, peut-être qu'on boucle avec le début, c'est ce qu'on a perdu aussi? Peut-être. Alors après, c'est la muse qui parle, donc moi, j'ai pas accès à tout son savoir, hein. Mais donc, je vais faire la réponse que je peux. J'imagine que les légendes, c'est les grosses grilles cosmiques, enfin les espèces de grilles sur lesquelles, vous voyez, supposons que la réalité soit comme une broderie qui est tissée sur une trame. Je pense que les légendes, c'est cette trame en fait. Alors, il y en a des rondes, des carrés, des triangulaires, il y a des histoires d'amour, des histoires de remontée des enfers. Et à chaque fois, on va broder sur cette trame. Et cette trame est extrêmement importante. Si on n'a plus de légende, je pense qu'on vit plus. Et donc, ça me touche ce que vous dites sur la Colombie. Ça me rappelle Borges qui disait qu'il y avait toujours 3 histoires essentielles. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers de trames, donc des milliers de légendes. Après, nous, on fait des broderies, on met des couleurs, on met des personnages dessus et on se sert de ça. C'est les muses qui ont accès aux trames, pas nous. Mais nous, on brode dessus, en fait. C'est ça notre rôle, j'imagine. Est-ce qu'on a chacun nos légendes? Est-ce que chaque groupe a ses légendes? Et si oui, quelles sont les nôtres ou les vôtres? Là, c'est culturel. Alors, je dirais que, moi, les miennes, je dirais qu'il y a des légendes arabes, tunisiennes. Il y a des légendes nordiques, de l'Eda, du côté de mon père. Et il y a les légendes grecques. Et je crois que Méduse, c'est une qui m'a beaucoup marquée. Pour son injustice, et ensuite le mythe d'Éleusis, cette remontée des enfers. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Mais oui, je dirais qu'il y en a quelques-unes quand même. Voilà, les Grecs, les contes, tous les contes. Donc il y en a beaucoup. Pour terminer, mais bon, on l'a beaucoup évoqué, je pense en filigrane dans l'interview, mais c'est la dernière question que je pose. Pour vous connecter à l'invisible, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager? Ça peut être des pratiques, on en a parlé, mais pratiques, livres, paysages, espaces, enfin voilà, quelque chose que vous pourriez encourager les gens à explorer, ou en tout cas qui vous permet de rester connecté à ça. Bien sûr, il y a l'écriture, et on a parlé de pas mal de choses, mais... Je vais vous dire les choses du moment parce que ça varie. En fait, les poètes que je lis en ce moment, c'est Yeats, beaucoup. Donc tous ses poèmes. Et aussi un livre qui s'appelle Une vision, qu'il a écrit sur sa propre pratique de la poésie, qui est un livre assez extraordinaire que je lis en ce moment. Et je relis aussi en ce moment Emily Dickinson, mais que je lis très très souvent.
Et voilà, en fait, c'est toujours un dialogue, la poésie et la lecture, et donc on rentre dans un monde, et moi, ça me sert de porte, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de cet espace. Je sais que le temps est important, donc merci d'avoir accepté de venir à ce micro et d'avoir partagé si généreusement. C'était une joie pour moi, merci à vous. Merci. Vous trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.